Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. L'objet de cette discussion aujourd'hui, c'est de déterminer ce qu'on entend par corps et esprit en médecine traditionnelle chinoise. La représentation que l'on se fait du corps et de l'esprit détermine directement les procédés de diagnostic et les méthodes de traitement qu'on va utiliser. Elle a d'emblée les plus grandes conséquences pratiques. Cela dit, je ne crois pas qu'il soit besoin de faire un cours de philosophie très approfondi, et il serait même prudent de ne pas nous perdre dans des complications inutiles. Qu'est-ce qu'il faut impérativement comprendre sur le plan théorique pour être efficace en pratique et pour être en cohérence avec les pratiques de la médecine traditionnelle chinoise? Alors commençons par exemple par la question du corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Eh bien un corps, ce n'est pas, comme le présuppose la biomédecine, la médecine conventionnelle, la médecine scientifique occidentale, un corps ce n'est pas une machine. Cette biomédecine occidentale s'adosse à toute une histoire de la philosophie, à toute une anthropologie du corps moderne, européenne, occidentale, qui considère, depuis le traité des passions dans lequel Descartes a développé sa théorie des animaux machines, eh bien cette biomédecine considère que le corps est pensable sur le modèle d'une machine. C'est ce qu'on appelle le modèle mécaniste. Eh bien, en Chine, le corps est d'abord pensé comme un environnement naturel, comme un micro-monde, un microcosme. On se le représente analogiquement au macrocosme, c'est-à-dire au monde dans sa totalité. Il a ses montagnes, ses fleuves, son ciel et ses étoiles. Et je dis même des étoiles parce que vous savez qu'il y a des points d'acupuncture qui portent le nom d'étoiles. Donc un environnement naturel fait de matière dans lesquelles s'écoulent des fluides, des vents, des souffles, en interaction les uns avec les autres, de même que dans le monde, le ciel et la terre interagissent, s'influencent mutuellement, réciproquement. Mais une deuxième métaphore est absolument indispensable pour penser ce corps. Ce corps, il est en même temps pensé comme un pays organisé, un État, un empire fonctionnarial, hiérarchisé, où chaque élément a sa fonction. Et sans développer trop, on retiendra simplement aujourd'hui que dans cet État, l'empereur est représenté par le cœur, le poumon est le Premier ministre, le foie est le général, le rein est le trésorier ou le ministre des Finances, la rate est l'intendant. Ces organes n'ont pas simplement des fonctions différenciées, elles sont aussi hiérarchisées. La deuxième question, inséparable de la première, mais sans doute autrement plus complexe, c'est la question de l'esprit. Qu'est-ce qu'on entend par esprit en Chine d'une manière générale, mais dans la médecine traditionnelle chinoise en particulier? Alors je ne conseille la lecture d'aucun ouvrage de référence sur ce sujet, et encore moins d'aucune thèse de doctorat, la mienne pas plus que celle d'aucun autre. Je vais essayer de vous résumer cette question en deux concepts simples. Le concept de continuisme et celui de puissance vitale ou de vitalité. Je m'explique. Ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que le rapport corps-esprit est une question complexe dont toutes les subtilités n'ont pas à être maîtrisées pour pratiquer la MTC en cohérence. Mais une idée est essentielle. En Chine, le corps et l'esprit forment une réalité continue. Et si je parle de continuisme, c'est pour désigner l'idée d'un esprit et d'un corps formant une continuité. Peu importe qu'on soit en réalité matérialiste intégral, ou spiritualiste, moniste ou dualiste, l'important est de comprendre que corps et esprit s'influencent mutuellement, c'est-à-dire que leur différence n'interdit pas d'affirmer une causalité d'un genre dans l'autre. Ce qui se passe dans le corps a une influence sur l'esprit et peut causer
un certain nombre de désordres, de dysfonctionnements psychiques. De l'autre côté, les activités psychiques ont une influence sur le corps et peuvent déterminer un certain nombre de pathologies physiques. Alors quand je dis qu'il est indifférent au fond d'être matérialiste, intégral ou spiritualiste, je renvoie à la question du présupposé des manuels académiques de MTC, publiés en Chine et traduits dans la plupart des langues du monde entier, des manuels académiques de MTC des années 1950 à 2010. Je me permets de faire une parenthèse historico-politique sur ce point parce que vous savez que la médecine traditionnelle chinoise est née dans les années 1950, 1960, 62 dans un contexte marxiste. Et le marxisme est matérialiste. Tout s'explique par la matière et vous lirez dans ces manuels des années 1950 à 2010 que le chi, l'énergie, est elle-même la matière fondamentale de l'univers. C'est-à-dire que l'énergie elle-même est définie en termes de matière. Ce n'est pas la matière qui se définit comme énergie dans le matérialisme dialectique, dans le cadre de la science marxiste. C'est l'énergie qui se définit comme matière. Ces questions sont passionnantes, mais elles sont plus troublantes que utiles véritablement. Car vous voyez que le renversement de cette proposition, la proposition inverse selon laquelle c'est plutôt la matière qui se résume en fin de compte à l'énergie, est une proposition intéressante qui aurait pu séduire Einstein par exemple, puisque E égale mc2, la matière c'est de l'énergie. Mais l'énergie, c'est de la matière. Et au fond, on ne voit pas très bien, en réalité et en pratique, à quoi ce débat peut bien nous servir. On ne voit pas non plus à quoi peut nous servir le débat des monistes et des dualistes. Les dualistes, ce sont ceux qui, avec Descartes, affirment que la matière est une substance, que l'esprit est une autre substance séparée, que ces substances séparées ne peuvent donc avoir aucun effet l'une sur l'autre. Tandis que les monistes affirment le contraire, il n'y aurait en réalité qu'une seule substance, une seule réalité dans l'univers se déployant, se raffinant, s'exprimant, se manifestant dans des états divers et variés. C'est un débat métaphysique, débat philosophique qui a sa dignité, qui a son intérêt, mais dont les tenants et les aboutissants n'ont guère de conséquences en pratique. En pratique, on retiendra qu'il y a de l'énergie qui circule dans des états de matière plus ou moins denses ou subtils, compacts ou dilués. Il y a de la matière et de l'énergie et une réalité fondamentale dans laquelle matière et énergie, corps et esprit s'influencent mutuellement. Donc on n'a pas besoin d'affirmer, ni de nier d'ailleurs, le caractère substantiel du corps et de l'esprit, on n'a pas besoin d'entrer dans ce débat. Et peut-être que l'anthropologie biblique et l'anthropologie grecque ancienne sont plus proches finalement de cette anthropologie chinoise que l'anthropologie moderne de la médecine conventionnelle d'aujourd'hui. En Chine, chaque organe et chaque entraille héberge un aspect particulier du chêne de l'esprit organisateur. Chaque organe entraille a un aspect spirituel et un nom spécifique. Par exemple, le foie héberge les Hun, qui sont l'esprit du foie, le poumon héberge les Po, qui sont les esprits du poumon, la rate loge le Yi, le rein loge le Zhi, le cœur logeant le chêne, l'esprit proprement dit. Pour ce qui est de cet esprit, l'essentiel est de retenir que, pour l'esprit en général, donc on ne le pense pas seulement comme un pouvoir de représentation, mais plus essentiellement comme une puissance vitale, comme vitalité. Et cette vie est un effort, une force d'exister qui se donne les moyens intelligents d'atteindre son objectif, dans une certaine mesure. Ce qui signifie que nous avons tous une certaine quantité de force capable de défendre, de protéger, d'exprimer la vie, mais cette force est limitée, du moins tant qu'elle est assignée dans les limites de ce corps incarné, limité lui aussi par sa forme.
Dans le paradigme continuiste, cet esprit ne fait pas que produire des pensées donc ou des activités psychiques. L'esprit, ce n'est pas seulement la concentration, le raisonnement, la mémoire et les autres activités psychiques telles que l'imagination par exemple aussi. C'est une puissance de vie dont les caractéristiques s'expriment dans la vie même des organes, dans la vie même du corps, dont il organise le fonctionnement global à la manière d'un chef d'orchestre. J'emploie la métaphore à dessein parce que le concept d'harmonie est un concept absolument important pour comprendre la pensée chinoise en général et la pensée médicale en particulier. Donc retenons ceci, que la Chine pense plutôt l'esprit comme une puissance, une intelligence au service de la vie, inséparable du corps, puisqu'elle s'observe tout particulièrement sur le teint du visage. On parle du teint du visage comme étant le chêne, et c'est le même caractère à l'écrit comme à l'oral. On parle du chêne des yeux, c'est-à-dire l'éclat des yeux. Et on en parle aussi concernant la langue sur laquelle on peut le lire et en mesurer l'état. On en parle aussi concernant le pouls. Et là vous voyez que ça concerne directement la pratique. Donc je dirais que il faut penser le chêne comme une puissance vitale, comme une force d'exister, une intelligence organisant la vie inséparable du corps qu'il incarne ou qu'il manifeste et qu'elle organise, qu'elle harmonise. Voilà donc pour les définitions du corps et de l'esprit et pour la conception des relations entre le corps et l'esprit qui me semble absolument à la fois indispensable et suffisante pour entrer dans la pratique de la médecine chinoise.